le médecin nucléaire allemand, il parle très bien. Il est parti de Munich à Stuttgart, donc on est là si on peut. Mais disons que c'est vrai que quand on proposait à quelqu'un de partir à Rotterdam, il y avait à une époque, il y a eu vraiment des longues attentes, il fallait faire des dossiers interminables pour voir si une personne était acceptée. Puis après, il fallait partir une semaine à Rotterdam, qui n'est pas extrêmement pratique à rejoindre, se débrouiller pour son hôtel, aller à l'hôpital. Enfin, je veux dire, tout le monde ne se sentait pas capable de faire ça. Voilà. Alors en plus, il y a eu des choses qui ont pu jouer pour vous donner l'impression qu'on attendait beaucoup, c'est qu'on a cru pendant longtemps qu'on allait avoir, on a eu le protocole, donc là on était plutôt moteur et en avance. Puis après, une fois que le protocole était terminé, on a attendu, puisqu'on avait l'impression que ça allait démarrer en France, d'autres études françaises. Et en fait, les problèmes se sont accumulés qui ont fait que, effectivement, ça paraissait tellement compliqué, on attendait les protocoles qui n'arrivaient pas, etc. Et donc c'était une option qui a été placée peut-être pendant quelques temps, un peu en dernière ligne. Alors que probablement, moi je suis d'accord avec vous, il faut probablement la faire pas trop tard, parce que l'effet est certainement proportionnel à la masse tumorale, et quand il y a une masse tumorale qui n'est pas trop forte, avec beaucoup de récepteurs, c'est certainement là où c'est le plus efficace. Ouais. C'est vrai que c'est quand même pas simple. Hein. Il y a un dossier à monter avec une prise en charge par la sécurité sociale. Il y a aussi le dossier à monter avec le centre. Alors, bon, maintenant il y a plus de centres, mais au Rotterdam, il y a des files d'attente. En plus, ils ont eu des problèmes avec leur structure là-bas, donc ça a rallongé encore les files d'attente. C'est un centre mondial, donc il y en a qui viennent des États-Unis, d'Australie, de l'Afrique du Sud, etc. Donc, on n'est pas les seuls, hein, même s'il y a d'autres centres. Et par rapport à ce que vous dites, il faut être quand même en bonne santé pour y aller. Voilà. Ouais. À l'article de la mort, c'est trop tard. Ouais. Vous aurez testé du traitement qui. Et puis c'est probablement pas là où on a trouvé l'efficacité. Donc, non, la masse tumorale est trop importante, on perd en efficacité, je pense. Et justement, si vous voulez, c'est très difficile de situer la place d'un traitement dans l'arsenal thérapeutique quand on n'en dispose pas. C'est évident que du coup, on a des contingences autres que l'efficacité qui rentrent en ligne de compte dans la décision. Et ce n'est pas une manière objective d'apprécier l'intérêt d'un traitement, chez qui de faire, à quel moment, etc. Je pense que plus ces traitements vont être facilement accessibles, mieux on va arriver à les positionner de manière rationnelle. Sans compter les barrières de prise en charge. Oui, alors c'est pas tellement là qu'on avait des problèmes, parce que finalement les traitements à l'étranger, les prises en charge ont toujours été acceptées par la sécurité sociale. À croire qu'ils faisaient le calcul qu'il y en a, ce qui est vrai, 10% des patients qui allaient avoir le courage et les médecins en plus de faire le dossier et d'aller jusqu'au bout, et que finalement ça leur coûtait moins cher de payer la prise en charge à l'étranger que d'autoriser les médicaments en France. C'est ce qui se disait. Je ne suis pas sûre que ce soit que ça, le calcul n'a sûrement pas été celui-là. C'est plus des problèmes de réglementaire, de notre réglementaire qui dit mieux. Et si vous voulez, ce problème de réglementaire, il fait aussi que Rotterdam n'arrive pas à obtenir de l'Europe le statut de médicament pour leurs produits. Ils peuvent l'administrer à Rotterdam, mais ils ne sont pas franchis les barrières européennes parce que leur dossier considère un petit peu trop bricolé. Enfin, c'est le problème de l'Europe qui est très très administrative, très précautionneuse. C'est pas une autorisation, ce qu'on appelle des autorisations de mise sur le marché, comme un médicament, comme vous avez une thérapie ou une chimio. Et là, il n'y a pas eu les études cliniques nécessaires pour démontrer au moins l'équivalence, ou mieux la supériorité par rapport aux autres patients. On n'a pas ces données scientifiques. Donc la France, boum, c'est le béton complet. Et comme il y a quand même un bénéfice suspecté, même si on n'a pas les résultats de la tox à long terme, qui demandent quand même, il faut le savoir, on n'a encore pas... on ne sait pas à 15 ans les effets, pour le moment. Les patients de Rotterdam, ils viennent du monde entier. Je suis à 15 ans, on n'a pas. Donc ça, c'est une grosse reproche aussi. C'est une grosse critique. Après, c'est vrai que l'efficacité, si la Sécu accepte de rembourser, c'est quand même qu'elle admet que c'est pas simplement pour prendre des lésions. Donc il y a quand même des pas franchis, mais c'est vrai qu'il faut continuer à se battre pour essayer d'avoir sur le territoire, parce que même si maintenant, franchement, quand l'indication y est, on fait le dossier. Le dossier, c'est bien simplifié, c'est centralisé sur Lyon, on y va, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas plus lourd à la limite qu'autre chose qu'un protocole de recherche clinique pour nous. Donc ça s'est fait, la Sécu accepte de payer, on n'a jamais eu de refus, nous, sur les patients qu'on a envoyés. Donc, mais n'empêche que c'est ce que dit Françoise, le fait que ce ne soit pas
gens ne vont pas vouloir ou pouvoir y aller parce que c'est compliqué. Donc c'est vrai que je crois qu'il ne faut pas dire, bon bah c'est bon, de toute façon c'est facile d'envoyer à Munich à bas et on ne se bat pas pour la France et pour l'avoir chez nous. Ça je crois qu'il faut maintenir une pression pour se dire, si, bah attendez, c'est une technique, on va finir valider d'abord, les essais ont commencé, sont en cours, on aura l'exigence d'avoir des toxicités à long terme, il faut se battre et l'avoir chez nous. Enfin, nous c'est un peu l'optique, mais je crois que c'est bien partagé par l'association de l'avoir à disposition sur le territoire. Et est-ce que ces passerelles existent et on a eu tel type de traitement pour aller vers cette technique-là? Est-ce que les passerelles, toutes les passerelles existent et on a eu tel type de traitement pour aller vers cette technique-là? Est-ce que tel traitement convient ou on ne peut pas y accéder parce qu'on a eu tel autre traitement? Ah oui, non, les contre-indications, non, pas spécialement. Non, pas du tout. Ça s'intègre, c'est une arme en plus. Non, et simplement, ça n'est pas possible pour tout le monde. Il faut que ce soit que des lésions qui fixent très très fortement à l'ochroscan. Sinon, le traitement ne sera pas efficace. Voilà. Sinon, pouf, vous urinez le produit, il n'est pas retenu et ça ne sert à rien. Donc il faut qu'il y ait une très très forte positivité à l'ochroscan. Ça, c'est la condition sine qua non de réalisation. Mais il faut probablement aussi, quand même, je pense, si dans un sens, quelqu'un qui a une fonction rénale qui n'est pas bonne, voilà, sachant que le produit peut être un petit peu toxique pour le rein, donc quelqu'un qui a eu beaucoup de chimiothérapie, une fonction rénale qui est altérée, probablement, c'est pas très bien. Ou une malade qui a une maladie associée, qu'on appelle des myélodysplasies, qui est quand même fréquent dans la population, des rapports comme ça. Il peut y avoir d'autres maladies qui puissent contre-indiquer, mais comme toute arme, que ce soit la chimio, les biothérapies, la chirurgie, il peut y avoir des contre-indications qui n'ont rien à voir avec la maladie. Les plaquettes. Voilà, par exemple, les plaquettes, etc. Alors on va peut-être... Tu as donc, qui avait répondu immédiatement et qui est très impliqué, a eu un problème familial du jeudi soir, donc vous prie de l'excuser. Par contre, il n'a pas voulu laisser la journée sans chirurgie. Donc, Van Tepenikian va le remplacer. Alors, Van, c'est l'exemple que l'on veut pour nos jeunes de la multidisciplinarité. C'est-à-dire qu'il est chirurgien, Van. Ceci dit, il est passé chez moi, certains me connaissent, comme interne en oncologie. Donc, il a assumé le poste d'interne, même si on a vu prendre un peu des cernes, d'interne en oncologie. Donc, on l'a pressé, mais il a super résisté et fait un super semestre. Donc, ça, je crois que c'est vraiment dans ce qu'on veut, nous, médecins, c'est que les jeunes, ils aient la culture multidisciplinaire. Et je crois que c'est très important. Donc, avec les chirurgiens, moi, ça m'arrive assez souvent, c'est pas le premier, de recevoir un chirurgien qui fasse un semestre comme interne d'oncologie dans le service. Donc, je te passe la parole pour la chirurgie dans les tumeurs endocrines. Il retrouve son domaine. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour l'invitation et l'organisation de cette journée. Et effectivement, on va discuter un petit peu de chirurgie. Alors, un peu comme vous disait le professeur Valette tout à l'heure, j'ai essayé d'épurer la présentation des termes un peu techniques, des choses comme ça, même si probablement beaucoup d'entre vous avez déjà fait l'expérience de la chirurgie, donc vous en avez une certaine connaissance. Il ne faudra vraiment pas hésiter, soit à m'interrompre s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, et bien sûr à poser des questions par la suite. Donc on va discuter de la prise en charge chirurgicale des tumeurs endocrines digestives, donc pas thoraciques, pulmonaires, et insister, comme a commencé à vous le dire Catherine, sur vraiment la chirurgie dans cette pathologie, comme dans les cancers en général, mais encore plus, je crois, dans les tumeurs endocrines. La chirurgie est une arme thérapeutique parmi d'autres, et elle se situe au croisement de la radiologie interventionnelle, des chimiothérapies, des radioembolisations, etc. Un petit point, alors on en a beaucoup parlé depuis ce matin, les tumeurs endocrines. L'incidence augmente, donc c'est quelque chose qu'on connaît de mieux en mieux, c'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a une nouvelle classification histopronostique qui permet de mieux probablement codifier les traitements et d'adapter les prises en charge. On a fait énormément de progrès, le professeur Valette vous l'a présenté tout à l'heure, dans le diagnostic radiologique. On verra l'importance de faire des diagnostics bien précis pour guider et faire des choix vraiment adaptés entre savoir si on fait de la radiologie interventionnelle, si on fait de la radiothérapie métabolique ou si on fait de la chirurgie. Et donc une meilleure codification de traitement et puis des nouvelles perspectives thérapeutiques. Par la suite, alors les principes de prise en charge en chirurgie et même en général, c'est d'abord d'améliorer la survie des patients, bien entendu, d'obtenir un contrôle des symptômes, parce que les tumeurs endocrines ont ça de particulier que souvent elles sont symptomatiques, il y a des phénomènes de sécrétion hormonale, donc il faut contrôler ces symptômes, qui peuvent être très gênants. Et du côté chirurgical,
faire une exérèse maximale de la masse tumorale, le plus souvent totale. On verra que dans certains cas, on peut se permettre de faire qu'une partie d'exérèse. Et, principe majeur en chirurgie, essayer d'épargner au maximum le tissu sain, et notamment dans la chirurgie du pancréas, où on essaye de conserver au maximum le tissu pancréatique sain. La stratégie, elle se base sur un bilan préopératoire exhaustif, c'est pareil, on vous l'a présenté ce matin, qui doit permettre de déterminer la taille, le nombre de lésions et leur localisation très précise, et les rapports, notamment les rapports avec le fameux canal de Wirsung, qui est le canal pancréatique principal. Tout ça va permettre de prendre des décisions thérapeutiques en concertation tous ensemble et d'optimiser les différents traitements. Donc tout ça, ça se fait, on vous l'a dit, on va vous le répéter encore, mais c'est vraiment la réalité de notre pratique aujourd'hui. C'est des prises en charge multidisciplinaires et concertées. C'est-à-dire que régulièrement, on fait des réunions, on se réunit, on regarde les images ensemble, chacun donne son avis sur la prise en charge et on aboutit à une conclusion où tout le monde est d'accord pour dire on commence par de la chirurgie, on commence par de la radiologie interventionnelle ou par de la chimiothérapie. Quelques plus chirurgicales, on va chercher pour les tumeurs localisées à faire une résection complète. Il est toujours très important de faire ce qu'on appelle un curage ganglionnaire. C'est le principe du curage ganglionnaire, c'est emporter avec la pièce opératoire où se trouve la tumeur principale les ganglions lymphatiques. Donc c'est tous les endroits qui drainent la lymphe qui vient de la zone où il y a la tumeur. Donc ça a à la fois un intérêt pour évaluer précisément le stade de la tumeur et un intérêt aussi thérapeutique pour enlever éventuellement des ganglions qui pourraient être atteints. Ce qu'on peut difficilement prévoir à l'avance. Donc tout ça, ça doit se faire en centre expert, c'est-à-dire des centres qui ont l'habitude de prendre en charge les tumeurs endocrines. C'est des centres où on peut faire facilement au bloc opératoire une analyse extemporanée. Donc une analyse extemporanée, c'est quand on prend un petit bout de lésion, on ne sait pas s'il est envahi ou pas. On découvre des choses au moment d'une chirurgie et on peut l'envoyer tout de suite en anatomopathologie et là on a des anatomopathologistes disponibles particulièrement habitués à la présentation des tumeurs endocrines qui peuvent nous répondre très rapidement. Les centres experts, c'est là aussi où on a de la réanimation à disponibilité parce que, on va en discuter tout à l'heure, mais certaines chirurgies peuvent être très lourdes et entraîner potentiellement des complications assez importantes. Il faut pouvoir les prendre en charge en réanimation rapidement et il faut pouvoir éventuellement avoir à disposition une astreinte de radiologie interventionnelle comme le Dr Muller vous l'a présenté tout à l'heure où par exemple en cas d'hémorragie il faut pouvoir procéder à une embolisation rapide. Et tout ça se fait également par un travail en réseau. Je pense que Catherine Lombarboise vous présentera plus précisément tout à l'heure à la fois le réseau de la NAPAT et le réseau Renaten pour notamment la discussion pluridisciplinaire spécialisée. Donc pour nous, 4 questions clés se posent. La première, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'une tumeur sécrétante ou d'une tumeur non sécrétante. Je pense que vous avez à peu près tous l'idée de la différence. Voilà, les tumeurs sécrétantes, elles ont des syndromes fonctionnels qu'il va falloir prendre en charge autour de l'intervention chirurgicale. Savoir s'il s'agit d'une lésion sporadique ou d'une lésion qui fait partie d'un syndrome héréditaire, comme les néoplasies endocriniennes multiples, plus particulièrement de type 1, parce que ça peut, dans certains cas, changer l'indication chirurgicale, le type de résection, notamment dans l'insulinome. Avoir un bilan lésionnel très précis, donc savoir la tumeur primitive, est-ce qu'elle est unifocale ou multifocale. Est-ce qu'il existe des métastases? Et ces métastases, si elles existent, est-ce qu'elles sont hépatiques ou aussi extra-hépatiques? Et très important d'avoir notamment une IRM pour l'évaluation du foie. Voilà. Ça vous a été démontré tout à l'heure. C'est maintenant vraiment véritablement un examen de référence sans lequel on ne peut pas prendre de décision thérapeutique adaptée. Et puis connaître également le grade histologique de la tumeur. Ça c'est très important parce qu'en fonction de certains critères de trop de gravité, notamment pour les tumeurs endocrines peu différenciées, on pourra éventuellement décider de surseoir à une chirurgie.
Alors, avant la chirurgie, il est primordial, on l'a dit, d'identifier un symptôme sécrétoire, de détecter une élévation tumorale. Donc ça, c'est l'examen clinique, les examens de prise de sang, de biologie, et de faire une évaluation générale. Alors, on va faire une évaluation générale à la fois de la tumeur, le siège, le stade, et on va déterminer la résécabilité de la tumeur, c'est-à-dire déterminer si on peut faire la résection de toute la tumeur et de son curage ganglionnaire en enlevant en un seul bloc toute la lésion et sans mettre en danger évidemment le diagnostic du patient. Ça c'est vraiment, pareil, ça se discute beaucoup en RCP également. Et puis pour le patient, c'est le bilan d'opérabilité. Donc c'est s'assurer qu'il n'y a pas de comorbidité, que c'est surtout cardio-pulmonaire, pour s'assurer que l'anesthésie sera bien supportée, que les conséquences de la chirurgie seront bien supportées, parce que quand on enlève toute la tête du pancréas, on va le voir sur le schéma tout à l'heure, il y a des conséquences quand même au niveau général, il ne faut pas que les patients soient trop dénudés. Et ce bilan d'opérabilité, on le fait, et il nous sert aussi beaucoup pour les patients qui peuvent avoir éventuellement des déficiences, à corriger ces déficiences avant une chirurgie. Beaucoup de choses ont progressé, on a vu la radiologie, les traitements médicaux, etc. La chirurgie, ces 20 dernières années, a fait également d'énormes progrès, ce qui nous permet, et l'anesthésie, en fait, quand on dit chirurgie, c'est chirurgie plus anesthésie, ce qui nous permet maintenant d'être en mesure d'amener pratiquement tout le monde à la chirurgie, sauf qu'on voilà, on fait des conditionnements, on renutrit les patients, on fait de la rééducation respiratoire s'il y a besoin. Et tout ça se discute, on le répète encore une fois, mais parce que c'est vraiment la réalité des choses. On discute très souvent de tous ces dossiers, tous ensemble. Voilà. Dès qu'il y a un nouvel examen d'imagerie, tout ça, on se met bien tous d'accord. Autour de la chirurgie, pour les tumeurs sécrétantes, il y a quelques précautions à prendre. Ça, c'est un petit peu du détail, mais voilà, c'est pour bien dire que quand il y a un syndrome sécrétoire, ça implique. Alors ça relève plus de l'anesthésiste, mais ça implique de prendre des mesures de précaution. Dans le cas de l'insulinome, il faut s'assurer qu'il y ait du sérum glucosé. Dans le cas du gastrinome, s'assurer qu'il n'y ait pas d'hémorragie, puis bien mettre des IPP, qui sont les antisécrétoires gastriques, à très forte dose pendant l'intervention et puis après également. Pour le VIPOM, il faut se méfier de la calémie, et pour le glucagonome, de l'hyperglycémie. Alors, la voie d'abord. Je ne sais pas quelles ont été vos différentes expériences. La tendance aujourd'hui, elle est d'essayer de faire un maximum de choses par celluloscopie. Dans les différentes chirurgies qui sont concernées dans les tumeurs endocrines digestives, une grosse partie est dédiée à la chirurgie du pancréas. En chirurgie du pancréas, on peut faire certaines énucléations, très bien les pancréatectomies gauche avec ou sans splénectomie, et la plupart des pancréatectomies totales. On essaye de faire des celluloscopies autant que possible. Quand c'est pas possible, on fait des laparotomies. Maintenant, la différence principale se situe au niveau de la récupération post-opératoire. Essentiellement, il y a effectivement aussi le côté esthétique cicatriciel, mais voilà, l'important c'est quand même les douleurs post-opératoires et la rapidité de récupération. Maintenant, avec des prises en charge aussi péropératoires volontaires au niveau de l'antalgie, on arrive même avec des laparotomies à obtenir des récupérations rapides. Toute chirurgie commence par une exploration de la cavité abdominale pour confirmer le bilan lésionnel, et cette fois c'est plus un scanner, c'est plus une IRM, c'est ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on peut palper avec nos doigts, et ce qui est complété également, ça c'est un point très important, par l'échographie péropératoire, c'est pour l'échographie hépatique, ça c'est maintenant un standard. Le chirurgien ou parfois le radiologue, quand il y a des situations un petit peu compliquées, vient au bloc opératoire et on fait une échographie, mais cette fois on peut mettre la sonde d'échographie directement sur le foie, donc on est encore plus précis, et là voilà, il y a parfois des découvertes au niveau de l'intervention de lésions qui ont échappé au bilan préopératoire. Et puis au moindre doute, je vous le disais tout à l'heure, un examen extemporané, et une fois qu'on a fini cette exploration, on confirme la stratégie chirurgicale qu'on avait déterminée au RCP, ou on la modifie, mais en tout cas, c'est vraiment un temps très important. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail des tumeurs unifocales non métastatiques.
Donc là, c'est des choses assez simples. Dans le cas de l'intestin, là, on voit la lésion qui est là. Dans le cas de l'intestin, quand il n'y a pas de métastase, on procède à une résection sécondaire. C'est souvent d'ailleurs le mode d'entrée dans la maladie. Plusieurs d'entre vous ont vécu ça. On fait la résection et on fait un curage ganglionnaire. Pour ce qui est de l'intestin grêle, le curage remonte sur l'origine de l'artère mésenterique qui est par là. Ça, c'est le bout d'intestin qui a été sectionné. Je ne m'étends pas plus sur l'intestin parce que c'est des choses assez simples. On fait une résection sécondaire, on fait le curage. Ça pose généralement pas de problème particulier. On discute maintenant souvent de faire aussi des cholécystectomies assez systématiques en même temps dans la même intervention pour faciliter éventuellement plus tard un éventuel traitement de radioembolisation. Si vous entendez dire que vous enlevez un bout d'intestin en même temps que vous enlevez la vésicule, c'est pas que le chirurgien était une lubie ou était un petit peu fatigué ce jour-là, c'est qu'il y avait une stratégie justement à assez long terme et encore une fois la collaboration et la communication permanente avec les radiologues qui permet d'adopter ces techniques parce qu'il peut y avoir des complications vésiculaires au décours des embolisations avec des cholécystites, des inflammations de la vésicule qui peuvent être assez gênantes. Donc dans le pancréas, parce que c'est quand même ça le cœur du problème en chirurgie, la chirurgie pancréatique d'une manière générale, que ce soit pour les tumeurs endocrines, pour des adénocarcinomes ou même pour des tumeurs bénignes, c'est une chirurgie qui est à risque important de complications parce que le pancréas est un organe très susceptible, très fragile et qui surtout sécrète des sucs qui peuvent être très dangereux pour ce qui se passe autour quand ils viennent à se déverser dans le reste du corps. Donc on va avoir une prise en charge adaptée à la localisation. Et l'autre élément très important dans la chirurgie du pancréas, c'est que le pancréas il a deux fonctions. La fonction du métabolisme du sucre avec l'insuline et le glucagon, et la fonction de digestion